On a découvert une histoire fabuleuse en fait. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'est de comprendre quelle pouvait être ma légitimité sur un projet comme celui-ci. C'est-à-dire que c'est un film comme ça, sur l'histoire du Palais Royal, ça pouvait être un Cambodgien qui le traite. Et donc je me disais, moi, quelle est ma légitimité de traiter une histoire comme ça? Et donc, on a vu deux aspects qui nous ont vraiment intéressés. Le premier, c'est quand même l'histoire de Rodin. C'est quand même une histoire fabuleuse qu'on connaît peu. On connaît tous l'œuvre de Rodin, mais on connaît l'œuvre de Rodin en tant que sculpteur, on connaît peu l'œuvre de Rodin en tant que peintre. Alors, il a produit des choses assez extraordinaires, notamment ses 150 aquarelles. Et ça, moi, évidemment, ça me donnait envie de faire découvrir ça. Je me disais, mais, on a l'occasion de faire découvrir une œuvre de Rodin au grand public que les grands amateurs de Rodin connaissent, mais le grand public ne connaît pas. Alors, déjà, on se dit, ah, bah, tu vois, on a un petit privilège, c'est intéressant. Et puis, c'est une histoire qui est ponctuée quand même de présence française, donc il y a un vrai lien entre le Ballet Royal et la France dans son histoire. Et puis, l'autre chose, c'est que pour moi, c'est important d'essayer de trouver toujours une part universelle, enfin, quel est l'aspect universel de l'histoire que je vais raconter. Quand il s'agit d'une histoire qui se trouve un peu à l'autre bout du monde. C'est-à-dire en quoi, en fait, elle va intéresser un public occidental et notamment un public français. Et là, en fait, on a découvert pour nous un côté de cette histoire qui est très universel et qui est très actuel, qui est la question de l'art qui sert de socle à la reconstruction identitaire, et notamment lorsque des pays ont traversé des crises majeures. Et on sait qu'aujourd'hui, des pays qui traversent des crises, des pays qui traversent des guerres, malheureusement, il y en a un certain nombre. On sait que chaque guerre détruit en quelque sorte l'identité du peuple qui subit cette guerre, parce que une nation est toujours plurielle, une nation est toujours composée de plusieurs communautés, et cette pluralité forme l'identité d'une nation. Or, la guerre, justement, détruit cette pluralité, sépare les communautés, et donc détruit une part de l'identité des gens qui composent cette nation. Et ça, après les conflits, après la guerre, il faut reconstruire ça, reconstruire l'identité. Moi, je connais bien la question parce que je travaille aussi sur des projets en Irak et en Syrie, et les problèmes sont similaires. Donc, il faut reconstruire la question de l'identité, et il faut des supports. Et les supports, ce n'est pas forcément la politique, ce n'est pas forcément le business, mais c'est très souvent l'art. Et donc, cette histoire au Cambodge est un magnifique exemple, justement, de reconstruction identitaire à travers un art qui est vraiment propre au Cambodge, qui est majeur au Cambodge, et sur lequel se raccroche aujourd'hui une grande partie de la population cambodgienne pour se réapproprier, après des traumatismes extrêmement intenses dus à la question Khmer Rouge, se réapproprier une part de leur propre identité. Voilà. Et ça, c'est une thématique évidemment universelle que, du coup, avec Pierre, on avait envie de partager avec un plus grand nombre. N'hésitez pas, je ne vous vois pas, mais n'hésitez pas. Tout le monde est séché. C'est bien la première fois que le public d'Aix voilà, au premier rang. Non, merci, je me suis régalé. Et en particulier, je voudrais, est-ce que vous pouvez commenter votre relation avec les jeunes dont vous avez dit qu'ils découvraient en quelque sorte l'art de leur pays? Oui, en fait, justement, ça, quand on a fait la sortie du film au Cambodge, alors on l'a entièrement doublé en cambodgien, parce que les sous-titres en khmer sont difficiles à lire, même pour les Cambodgiens. Donc on l'a entièrement doublé pour le rendre le plus accessible possible. Et enfin, ce qui nous a vraiment touchés, c'est de voir à quel point les jeunes, la jeunesse cambodgienne qui venait en salle, ressortait en ressentant un sentiment de fierté. Et on a eu beaucoup de témoignages comme ça, de jeunes qui nous disaient, mais après avoir vu le film, je suis fier d'être cambodgien. Parce que, en fait, la danse fait partie de la structure de la société khmer, mais les gens connaissent relativement peu
l'histoire du Ballet Royal. Voilà, ils la maîtrisent relativement peu, donc ils avaient vraiment le sentiment de redécouvrir quelque chose. Et puis, c'est un film qui valorise l'identité, qui valorise la culture cambodgienne. Si on compare un peu avec Les Pépites que j'avais fait avant, les Pépites a ému en grande majorité un public occidental et était moins accessible, on va dire, à un public cambodgien parce que ça renvoyait au public cambodgien une image d'eux-mêmes et du pays qui n'était pas forcément très valorisante parce que l'histoire, c'était de Français qui étaient arrivés au Cambodge pour créer cette association pour un sourire d'enfant, donc des représentants à l'extérieur, pour venir en aide face à une détresse et une pauvreté qui était intense. Donc c'est pas forcément facile pour les Cambodgiens de se retrouver en face de leur propre histoire en ce qui concerne justement cette période-là et la question de la pauvreté. Donc là, c'est un point de vue qui est complètement justement à l'inverse. C'est un film qui, au contraire, met en avant, met à la lumière justement ce qui est le plus beau, en fait, ce qu'on trouve le plus beau au Cambodge, ce qui forme l'identité du Cambodge, mais la beauté du Cambodge. Voilà, donc la démarche est complètement différente, et ça, pour le coup, le public cambodgien est beaucoup plus sensible à ça. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste pour dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a expérimenté dès les premières projections qu'on a faites, bien en amont de la sortie du film au Cambodge. On a vraiment eu les réactions des Cambodgiens de la diaspora qui avaient vécu longtemps à l'étranger et qui trouvaient qu'on parlait trop des Khmers rouges dans le film. Et la jeune génération, plusieurs sont venus nous voir à l'issue de la projection, juste pour dire ça, que le prisme de la beauté de cette histoire de transmission qui résistait malgré les tragédies de l'histoire et qui se transmettait, ça leur permettait de revenir sur cette histoire traumatique en se reconnectant à leur identité, parce qu'il y avait toujours cette source d'espoir et cette beauté du geste, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est passé tout de suite et qui nous a donné envie de communiquer autour du film au moment de sa sortie, en priorité aux jeunes Cambodgiens, vers les jeunes Cambodgiens, avec le succès que Xavier a décrit. Quel âge elles ont, les danseuses? Comment? Quel âge elles ont, les danseuses? Vous parlez des danseuses que vous avez vues ou des danseuses dans le film, en général? Bah, elles sont jeunes, elles ont entre 18 ans et 25 ans à peu près. Voilà. Le ballet royal. Il y a un micro qui arrive à vous. Le ballet royal. Ah, pardon, je vous remercie. Bonsoir, bravo pour le film, merci beaucoup. Le ballet royal, c'est une institution où n'importe qui peut venir ou il y a une sélection? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, le ballet royal, proprement dit, aujourd'hui a disparu. C'est-à-dire que le ballet royal était une troupe qui appartenait au palais royal à partir du moment où la monarchie a disparu, c'est-à-dire peu avant la période Khmer Rouge, avant que la République soit proclamée, avant la période Khmer Rouge. Le ballet royal est devenu la troupe nationale cambodgienne, voilà. Et ensuite est arrivée la période Khmer Rouge, et là, 90% des artistes et des danseuses sont mortes, ont été assassinés, donc le ballet royal a complètement disparu. Et après la période Khmer Rouge, en fait, la seule dépositaire de cette tradition qui a survécu, c'est la princesse Gopaldevi. Le ballet royal, la transmission du ballet royal se faisait uniquement par des membres de la famille royale, de génération en génération à l'intérieur du palais. Donc la princesse était la toute dernière dépositaire de cette tradition, et donc de son vivant, en fait, on pouvait appeler spectacle du ballet royal seulement quand c'était la princesse qui faisait un spectacle et qui était légitime pour que le spectacle soit appelé spectacle du ballet royal. Après son décès, la troupe elle-même n'existait plus. La troupe elle-même n'existait plus parce qu'elle prenait effectivement des danseuses de différentes provenances, mais on appelait ça le spectacle du ballet royal parce que c'est elle qui faisait la chorégraphie et qui portait le projet. Après son décès, il y a 3 ans, en fait, c'est une transmission qui s'est arrêtée.
Et le Ballet Royal, le nom Ballet Royal est devenu une sorte de label d'excellence qui aujourd'hui est dans les mains du ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, pardon, et pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons justement d'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cambodge est un pays touristique, il y a beaucoup d'hôtels qui font des spectacles de danse classique, ils appellent par moment d'ailleurs le spectacle du Ballet Royal, et il y en a qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont plus proches du folklore. Et donc, pour conserver ce niveau d'excellence, le ministère de la Culture en fait un label que le ministère contrôle. Et donc, on peut appeler spectacle du Ballet Royal à partir du moment où ce sont des danseuses qui sont diplômées de l'Université Royale des Beaux-Arts de Phnom Penh. Voilà. Si ce sont des danseuses et si elles ne sont pas diplômées de cette Université Royale des Beaux-Arts, on ne peut pas appeler ça Ballet Royal. Donc, c'est devenu non plus une troupe, mais c'est devenu un label d'excellence. Est-ce que c'est le fait que sur la princesse qui soit dépositaire un petit peu de cette danse spirituelle qui ont fait quelque chose de très, qui appartient vraiment à la culture, comme si chaque danseuse devenait dépositaire de l'histoire du Cambodge en fait. Ça serait un patrimoine culturel vivant quelque part. Non? Tu veux répondre? Oui, c'est exactement ce que le film montre, il me semble. C'est rare que la civilisation aujourd'hui qui démontre. Aujourd'hui, on va voir une civilisation, on va dans des musées, on voit un petit peu les vestiges, mais avoir une civilisation qui fait perdurer encore aujourd'hui sa beauté, son histoire, à travers de la danse, je ne sais pas, j'en connais pas énormément. Je trouve ça magnifique, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui danse et qui perpétue encore cette tradition, je trouve ça assez exceptionnel. Quoi. On trouve très peu de civilisations qui perpétuent son histoire à travers une danse. Quoi. Oui, bon, l'emblème de la civilisation coréenne, c'est le personnage qu'on retrouve le plus fréquemment sur les temples, c'est une danseuse sacrée. Et c'est pour ça que la construction du film, justement, c'était une opportunité assez particulière parce qu'on avait, avec cette histoire-là, la possibilité de revisiter l'histoire d'un pays à travers un prisme non pas politique, comme ce qui se fait très régulièrement quand on parle de l'histoire d'un pays, c'est souvent à travers le prisme politique. Et là, on avait l'opportunité de revisiter l'histoire d'un pays à travers un prisme artistique. Voilà. Et ça, c'est une démarche qui est pour le coup assez originale, et c'est parce que justement c'est un art qui fait tellement partie de la tradition cambodgienne depuis des générations et générations, c'est un art ancestral, ça fait tellement partie de la structure de la société cambodgienne que du coup ça semblait logique de pouvoir justement raconter cette histoire et passer par ce prisme-là pour comprendre l'histoire du Cambodge. Tu utilises, Xavier, des images d'archives de temps en temps. Est-ce que ça a été facile de les retrouver? Comment tu les as utilisées? Est-ce que tu les as toutes visionnées? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, à Phnom Penh, on a la chance d'avoir un centre d'archives particulier qui s'appelle le centre Bopana, qui a été créé par Ritipan, et le cinéaste Ritipan, pour ceux qui connaissent. Et en fait, la volonté de Ritipan, c'était d'avoir un centre qui rassemble toutes les archives photos et vidéos sur le Cambodge depuis le tout début de l'existence des films et des photos jusqu'à aujourd'hui. Et donc, du coup, moi, c'était pratique parce que j'ai pu passer des journées entières au même endroit pour visionner toutes les archives. Et ce qui est aussi passionnant, en fait, dans cette histoire-là, c'est qu'au niveau justement de l'image, on retrouve quand même, on remonte jusqu'aux toutes premières images de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que vous avez vu dans le film, c'est les premières images que j'ai mis dans le film, qui sont des images qui étaient prises par un opérateur des Frères Lumière qui s'appelle Gabriel Vert, qui a été envoyé dans les colonies pour prendre des images, et donc il est arrivé au Cambodge et il a pu prendre des images du Palais Royal à l'intérieur du Palais Royal. Et c'est les toutes premières images existantes filmées du Palais Royal, et en plus c'est les toutes premières images existantes filmées au monde. Et ça, c'est une archive quand même qui est assez extraordinaire. Notamment une des premières expériences documentaires avec une caméra et cinéma. Je crois que
Et après, en fait, on a découvert tout un ensemble d'images. Alors, toutes les images, évidemment, moi, je me suis régalé, en fait, à visionner comme ça pendant des journées, parce que je savais que j'allais mal prendre, mais rien que visionner ces images-là, c'était un régal. Donc, toutes les images des années 50, de l'âge, ce qu'on appelle l'âge d'or du Cambodge, avec notamment la princesse Bopa Devi, les films du roi Sihanouk, etc. C'est quand même toute une époque, donc tomber là-dessus, c'est intéressant. Tomber sur les images de tournage aussi du français Marcel Camus, qui a fait un film sur le Cambodge où il a fait danser la princesse Bopa Devi, c'était extraordinaire. Et puis surtout les images de Madame von Savaille, qui est avec nous ce soir, où en fait on a découvert ces images d'elle. Américaine d'abord. À la télévision américaine, tout à fait, dans les années 50-60, où on la voit danser, invitée sur un plateau de télé par un journaliste, un animateur américain, où elle est toute mignonne, toute jeune, toute pimpante, et on la retrouve des années après dans un camp de réfugiés, à la frontière de la Thaïlande, avec sa bicyclette, où là elle a fui le régime Khmer Rouge, évidemment avec une apparence physique qui a changé, et avec la volonté de perpétuer encore une fois cette tradition et de créer une école au sein du camp de réfugiés de danse, parce que finalement c'est tout ce qui pouvait lui rester. Voilà, donc c'était un film, j'avais beaucoup travaillé sur les archives avec les Pépites déjà, mais là c'était à nouveau un travail d'archives qui m'a passionné. J'ai une question, est-ce que... Attendez, vous avez un micro qui va venir. Ouais. Alors il y a quelqu'un qui a le micro avant, et puis après ça passera à vous, madame. Bonsoir, Chandra Psoa, Orkutshran. Je me demandais si un de vos partenaires pouvait être aussi le cirque phare, parce qu'on ne l'a pas vu au générique, et je sais qu'en plus de faire du cirque en première partie, ils font pas mal de danses traditionnelles, et ça faisait la transition aussi avec les camps de réfugiés où l'art permettait une forme de résilience, et le cirque phare est né dans les camps aussi. Donc est-ce que le phare est un partenaire et pourrait être labellisé pour continuer à perpétuer la transition et la formation? En fait, il y a plusieurs organisations. Alors, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'associations qui ont au sein de leur structure des écoles de danse. Vraiment, la danse, c'est extrêmement répandu, que ce soit dans les écoles cambodgiennes, que ce soit dans les associations, les ONG, etc. Donc phare en fait partie, comme Crozartmé en fait partie, comme PSE en fait partie. Donc tous ont leur école de danse. Voilà. Mais phare, évidemment, participe en fait à cette transmission-là. Bien évidemment, tu veux rajouter quelque chose? Juste pour dire qu'il me semble que c'est plus sur le versant de la danse folklorique. Enfin, quand il mobilise la danse, c'est plus ce registre-là que la danse classique khmer. Alors, pour vous faire un petit topo, en fait, phare est une organisation, une ONG qui est française, enfin créée par des Français à l'origine, et un peu comme PSE, mais qui est basée sur le cirque principalement. Et donc accueille des jeunes issus de milieux défavorisés et crée avec eux des spectacles de cirque qui sont des très très belles créations. Ce sont des spectacles extrêmement poétiques, et donc on peut les voir à Siem Reap, on peut les voir à Battambang. Pour ceux qui visitent le Cambodge, il faut, si vous allez au Cambodge, allez voir un spectacle de phare parce que c'est magnifique. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que ce genre de danse ou ce genre de mouvement très lent se trouve dans d'autres pays asiatiques, par exemple en Chine ou en Vietnam ou au Laos, voilà. Alors on retrouve la similitude surtout en Indonésie et en Thaïlande. Voilà, les danses indonésiennes, il y a des similitudes, et les danses en Thaïlande aussi. Voilà, qui sont plus proches en fait de la civilisation khmer par rapport au Vietnam, qui est plus proche de la civilisation chinoise en fait. Il y a d'ailleurs un conflit identitaire un peu entre Thaïlande et Cambodge autour des temples, de leur histoire et de leur rattachement, et aussi autour de la danse. Et quand on a sorti le film au Cambodge, des influenceurs se sont emparés du film pour dire, vous voyez, c'est bien une tradition khmer et pas une tradition siamoise ou thaï.